Est-ce que les institutions tunisiennes seraient capables de survivre à la mort de l'actuel chef de l'État? Alors, on peut dire que ces institutions tunisiennes sont solides, puisque c'est une nouvelle constitution qui a été votée en 2014, qui a rénové, on va dire, réhabilité et même changé radicalement le paysage institutionnel tunisien, en prévoyant effectivement toutes ces hypothèses de maladies, voire même de décès. Et de ce point de vue-là, oui, elles sont tout à fait capables de surmonter. La seule inconnue, si vous voulez, c'est un peu le climat sécuritaire et cette coïncidence entre un président qui a eu effectivement, c'est pas une maladie, mais qui a eu une attaque et en plus des attentats terroristes et un contexte social et politique un peu mouvant a provoqué de vives inquiétudes. Mais en réalité, ces institutions sont bien solides, elles l'ont prouvé et elles le prouvent à l'échelle de la Tunisie, à l'échelle du Maghreb, à l'échelle même du monde arabe, puisqu'on peut dire que la Tunisie est la seule survivante démocratique de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Oui, mais enfin quand même, si le chef de l'État n'avait pas pu, par exemple s'il était dans le coma ou s'il était décédé, il y aurait eu vacance du pouvoir. Et là, les institutions ne pouvaient pas dire qui aurait dû le remplacer. Il n'y a pas de cour constitutionnelle. Alors là, effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner que cette cour constitutionnelle n'a toujours pas été nommée, mais néanmoins, il y a des automatismes institutionnels et constitutionnels. Dans un premier temps, si c'est une vacance inférieure à 60 jours, le Premier ministre aurait assuré la vacance. Si elle était supérieure, c'est probablement le président du Parlement qui aurait été amené à assumer cette vacance. Donc, on peut dire que les mécanismes sont là et dans tous les cas, il y aurait bien eu une figure de l'exécutif pour conduire progressivement la Tunisie à de nouvelles élections présidentielles. Même si normalement c'est la Cour constitutionnelle qui aurait dû dire de quel type de vacances il était question et donc en fonction de ça, qui du Premier ministre ou du président du Parlement aurait dû succéder au chef de l'État. Donc il y a une anomalie ou un retard considérable que cette Cour constitutionnelle ne soit pas mise en place. Ça, c'est révélateur un peu. Comment ça s'explique d'ailleurs? Ça fait quand même ça s'explique tout simplement, c'est que cette Tunisie démocratique reste encore une Tunisie en ébullition, en émotion politique, qui fait qu'il n'y a pas d'accord entre l'exécutif et le Parlement, et ça bloque surtout au niveau du Parlement pour désigner les membres qui émaneraient du choix parlementaire. Donc il y a un blocage, ce blocage est à regretter, ce blocage est préjudiciable, surtout dans un climat actuel, mais néanmoins on s'aperçoit que de toute façon, il y aurait bien eu une figure de l'exécutif qui aurait été désignée ou une figure du Parlement, puisque je vous dis, plus de 60 jours de vacances, c'est effectivement le responsable du Parlement, le président du Parlement, qui aurait été président provisoire ou président transitoire. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Les institutions tunisiennes sont jeunes, elles sont adolescentes, mais elles sont quand même solides. Elles sont adolescentes mais solides. Béji Caïd Essebsi, le chef de l'État, a souvent été présenté comme un garant de la démocratie face aux islamistes, comme finalement le garant de la transition démocratique. Est-ce que son mandat est un succès, vous diriez? Ou est-ce qu'il y a encore des failles et des insuffisances? C'est une très bonne question. Vous savez, Béji Caïd Essebsi, c'est une vraie stature historique. Il a traversé toute l'histoire de la Tunisie depuis son indépendance. Il a été secrétaire d'État, ministre de Bourguiba à plusieurs reprises, premier président du Parlement après le coup d'État de Ben Ali. Et puis il est revenu. Personne ne s'attendait à son retour. Personnellement, je l'ai rencontré à plusieurs reprises avant la Révolution. C'était un homme âgé, retiré de la vie politique. Et il a retour surprise. Mais ce qui a surtout marqué positivement, je dirais, les Tunisiens, c'est quand il a exercé ce mandat de Premier ministre de la transition. Là, effectivement, c'est une figure très valorisée, symbole de stabilité, symbole de sagesse, symbole même, je dirais, d'une certaine histoire, d'un âge d'or du bourguibisme. Au-delà des symboles, est-ce que vous diriez que c'est un succès ou pas forcément? J'ai envie de dire qu'il y a un contraste entre le Béji Caïd Essebsi qui a conquis la présidence et l'exercice de la présidence. Il est resté très populaire jusqu'à son élection. La preuve, c'est qu'il a été élu dans un scrutin très régulier, mais en revanche, il a plutôt déçu en tant que président de la République. Il garde des soutiens. Pourquoi ? Alors, il a déçu, parce qu'effectivement, d'abord, son parti, qui était Nida Tounis, l'appel de la Tunisie, s'est fortement divisé. Et puis, on l'attendait sur des dossiers comme le chômage, on l'attendait sur des dossiers, la reprise économique, et surtout sur un dossier, la lutte contre la corruption. Et sur ces dossiers, effectivement, sa présidence n'a pas permis de résoudre ces questions-là. Elle les aurait plutôt aggravées. C'est pas de lui, c'est pas de son unique responsabilité, mais je dis, Béji Caïd Essebsi, l'image qui restera, c'est cet homme âgé,
avec cette statue de sagesse, qui revient comme Premier ministre après la Révolution, avec plutôt un bon bilan de Premier ministre, avec aussi un candidat pour les présidentielles très dynamique, mais en revanche, un président qui a parfois, non pas été défaillant, mais qui a parfois déçu un certain nombre de Tunisiens. Il voulait en gros être un Bourguiba, mais on n'est plus à l'époque de Bourguiba. On n'est plus Monsieur à Gisser, l'époque il y a quand même cette loi électorale qui est quand même contestée, qui fait polémique, qui écarte certaines personnalités de la vie publique. Je pense par exemple au patron de la télévision Nesma TV. Est-ce que dans ces conditions, compte tenu de la personnalité de Béji Caïs Essebsi, on peut parler de transition démocratique réussie? Est-ce qu'il n'y a pas des déceptions fortes? Plusieurs choses. Un, les institutions démocratiques ont bien été posées. Jusqu'à présent, les échéances électorales se sont bien déroulées. Puis, on oublie une chose, c'est vrai qu'il y a il y a un ralentissement des réformes démocratiques, et je dirais ce qui va manquer, mais il y a surtout une vivacité de ces sociétés tunisiennes. Ça, on ne peut pas l'enlever. On peut dire oui, la révolution n'a pas apporté ce grand changement qu'on entendait sur le plan économique et social, mais en tout cas, la société tunisienne, j'aime pas dire la société civile, mais disons la société civile, est bien vivante. Ce qui manque, en revanche, et peut-être le grand échec, qui n'est pas dû à Béji Caïs Essebsi, mais qui est dû à l'ensemble des acteurs tunisiens, c'est ce que j'appellerais l'institutionnalisation des contre-pouvoirs démocratiques, notamment en matière de médias, en matière électorale. Et là, il y a plutôt eu un affaiblissement. Après 2011, ces contre-pouvoirs s'étaient mis en place de manière assez populaire et spontanée. Aujourd'hui, ces contre-pouvoirs sont relativement absents. Mais nous sommes bien encore dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans un retour à la dictature. À la dictature. Il nous resterait peu de temps, un peu moins d'1 minute 30, des élections législatives, présidentielles avant la fin de l'année. Quels sont les scénarios possibles, en quelques mots? Présence des islamistes ou pas? Renforcée, pas renforcée? Alors, les islamistes sont le parti Ennahda est le parti toujours le plus fort. Il est toujours majoritaire au Parlement. Aujourd'hui, il est en alliance avec, je dirais, Béji Caïs Essebsi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les islamistes ne présenteront pas de candidats à l'élection présidentielle pour justement se concentrer sur les législatives. Mais le problème n'est pas uniquement des acteurs internes à la Tunisie, mais aussi des acteurs externes. Il faut le dire tout à fait franchement à vos éditeurs et téléspectateurs. Un certain nombre de pays arabes vont tout faire pour faire échouer, et il faut le dire, échouer la transition démocratique tunisienne. La Tunisie est l'exception démocratique dans le monde arabe. Elle est la survivante démocratique dans le monde arabe. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de pays qui n'acceptent pas ça. Et il ne faut surtout pas tomber ni dans des thèses conspirationnistes et complotistes, mais en tout cas, il faut bien lier cette ambiance du monde arabe avec ce qui se passe au niveau sécuritaire. Certains feront tout pour faire échouer le processus démocratique et tunisien, contre d'ailleurs l'avis de la majorité des Tunisiens. Ce sera ma dernière question en moins de 30 secondes. Cette alliance dont vous parlez entre Béji Caïs Essebsi et les islamistes, est-ce que vous diriez que c'est une stratégie d'endiguement ou pas? Est-ce qu'elle réussira ou pas à endiguer le terrorisme? Ce n'est pas tant une stratégie d'endiguement que c'est une volonté de stabilisation. C'est l'idée que finalement ces islamistes ont joué le jeu de la démocratie, ont joué le jeu de l'alternance politique, et donc ils peuvent, en gros, c'est des intégristes qu'on a intégrés quelque part. De ce point de vue-là, cette alliance tient, mais est-ce que les autres successeurs de Béji Caïs Essebsi tiendront et maintiendront l'alliance? Ça reste un grand point d'interrogation. Vincent Gisser, politologue.